Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonne soirée à tous et à toutes à cette table ronde traduction fidèle ou Found in Translation. Et c'est un échange entre ceux et celles qui écrivent, traduisent et publient au Québec. Alors, mon nom est Christopher Neal et je suis très heureux d'animer cette discussion qui est parrainée par le Quebec Writers Federation et the Association of English Language Publishers of Quebec et aussi les Paragraph Bookstore. Mon nom est... je voudrais présenter nos panélistes d'abord. Et ici, à ma gauche immédiate, Antoine Tanguay a été journaliste, critique et photographe avant de fonder les éditions Alto en 2005. Il est président fondateur de la maison et il en assure aussi la direction littéraire et artistique depuis ses débuts. Alors, Antoine Tanguay. Et à côté d'Antoine est Fanny Britt, écrivaine et traductrice, et on lui doit une quinzaine de pièces de théâtre, dont Bienveillance et Lysis, qui aura lieu prochainement au Théâtre du Nouveau Monde, si je crois bien. Oui. Et 2 essais, plusieurs albums jeunesse, dont Jane, Le Renard et moi, qui a été d'ailleurs traduit en anglais, et 2 romans. Et son plus récent livre, Faire les sucres, a gagné le prix du gouverneur général dans la catégorie roman, juste la semaine dernière. Félicitations. Merci, un applaudissement à Fanny. Alors, on est très choyés, je crois, ce soir. On a à côté de Fanny Neil Smith, qui est traducteur et écrivain. Et il a traduit La déesse des mouches à feu, comme The Goddess of Fireflies en anglais, et en France. Et il a aussi son dernier roman, Jones, sera publié en anglais, en français et en allemand en août de 2022. Alors, ça vaut la peine d'y attendre. Finalement, Rhonda Mullins, au fond, là, elle a traduit plusieurs œuvres du français à l'anglais, entre autres À train perdu, and Miles to Go Before I Sleep, de Jocelyne Saucier. Et je dois souligner que Jocelyne Saucier, je crois, est parmi nous. Alors, bienvenue, Jocelyne aussi. Et Rhonda a été nommée à 7 reprises finaliste pour le prix du gouverneur général pour la traduction. Et elle l'a remporté en 2015 pour sa traduction de Les héritiers de la mine, 21 Cardinals, de Jocelyne Saucier. Alors, bienvenue à tous et à toutes. I would like... Yeah, good. Translation is a reality for many of us. Whether we're English or French, we have it in our daily lives. We see 2 languages on the money we spend. We see 2 languages on most of the products we buy. On when we fill out a form, it's everywhere. We're translating, and it's not surprising that in a bilingual country such as Canada, there's a lively translation industry, and this thriving industry includes literary culture. So literary translators build bridges between literary cultures. They make new and unknown worlds accessible to readers. And these worlds can be far away in other countries. They can also be close, as Quebec is to English Canada and vice versa. Et donc, nous vous proposons aujourd'hui une exploration de cette industrie de la traduction littéraire avec nos invités qui la connaissent à fond. Je vous propose 2 volets pour guider notre discussion. D'abord, le pourquoi de la traduction et second, le comment, c'est-à-dire les enjeux et les impacts pour les auteurs et les autrices, les traducteurs, les traductrices et enfin les lecteurs comme nous, comme vous, comme nous. Donc, je voudrais, si vous permettez, commencer la discussion avec une petite anecdote personnelle. Moi, je suis anglophone, évidemment. Et au début des années 60, mes parents anglophones m'ont envoyé à une école francophone. Et donc, c'était à Hawkesbury, Ontario. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ce petit village. Et j'étais le seul anglo dans la classe. Donc, forcément, j'avais à traduire avant même de savoir ce que c'était la traduction comme telle. Et je suis devenu, en quelque sorte, un adepte, un fan du français.
Et je m'y identifiais et je m'y identifie toujours avec cette langue, à la fois tout près et pourtant pour moi quelque peu étrangère. J'ai remarqué que certains de nos invités ont un parcours un peu semblable ou intéressant. Et donc, peut-être Fanny Britt, vous pourriez nous commencer là-dessus, nous lancer là-dessus. La traduction et les œuvres littéraires en anglais, pourquoi ont-ils attiré votre attention? Ben, je pense que c'est un peu comme vous. J'ai développé une affinité pour la compréhension dans deux langues. En fait, ça m'a fasciné rapidement les différences dans les œuvres traduites ou en langue originale. On dirait que même au primaire, quand je commençais à apprendre l'anglais en classe, j'étais fascinée par ce qui est perdu dans la traduction, puis aussi par ce qui est gagné dans la traduction. J'ai été rapidement fascinée parce que, bon, la plupart des Québécois francophones, dans l'enfance, on écoute les films puis les émissions doublées. Puis là, à un moment donné, il y a comme un switch qui s'opère souvent au début de l'adolescence où on commence à regarder les films dans leur langue originale, à écouter beaucoup de musique anglophone. Puis moi, j'ai été comme... je suis tombée amoureuse, en fait, de l'émotion que me procuraient certaines œuvres en anglais. Et aussi, il faut dire, parce que j'ai vu Dead Poets Society quand j'avais 12 ans. Puis là, j'ai développé une passion pour la poésie anglaise du 19e siècle, qui disait certaines choses de manière plus directe, je trouvais, que dans les œuvres françaises que je lisais à l'époque, qui m'attiraient. Et j'avais envie de plonger là-dedans. Puis plus tard, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'écrivais en français comme quelqu'un qui aime l'anglais. Vous avez mentionné la littérature du 19e siècle, anglaise, surtout d'Angleterre, c'est-à-dire? Ouais, comme qui, par exemple? Ben, les sœurs Brontë, là, comme, c'est sûr que c'est une obsession qui me suit depuis l'enfance. Puis je pense que c'est vraiment cet univers-là qui m'a propulsée. Bien aussi, mes vagues origines, là, ça apparaît dans mon nom, mais ça apparaît pas dans la vie que j'ai vécue, parce que j'ai vécu juste en français. Mais comme j'ai un nom de famille irlandais, bien, c'est comme si c'est une façon de je sais pas, déployer mon identité ou trouver quelque chose au-delà de mon quotidien, en fait, d'espèce d'origine linguistique lointaine. C'est bon. Et Neil Smith, vous avez aussi un cheminement pareil, un certain amour pour... ça marche? Hello. Oui, c'est bon. Pour le français, vous avez toujours été fasciné par le français dès le début, très jeune. Oui, je suis né à Verdun et je me souviens quand j'étais très jeune, je suis très intrigué par les deux langues sur les boîtes de céréales. Aussi, on habitait un duplex, puis j'entendais les voix des voisins francophones à travers les murs. Mais quand j'étais assez jeune, on a déménagé aux États-Unis, donc ça a coupé un peu ma relation avec la langue française, mais on passait les étés à Montréal. Puis, je viens d'une famille qui est un peu fuckée, puis... pour moi, honnêtement, parler français, ça m'a donné la possibilité de me sauver un peu de ma famille. Comme ça, je pourrais devenir quelqu'un d'autre. J'en parle beaucoup dans le prochain livre que je vais sortir l'année prochaine, mais pour moi, la langue française était essentielle pour que je puisse un peu couper les liens avec ma famille. Je suis comme devenu francophone, entre guillemets, parce que je vais toujours être anglophone avec mon accent. Mais quand même, quand j'étais ado, j'ai quitté les États-Unis pour aller étudier à Québec, à la ville de Québec. J'avais la possibilité de revenir à Montréal. Je voulais éviter à tout prix parce que je savais qu'avec toute ma famille ici, je risquais de parler anglais tout le temps. Donc, je suis allé vivre à Québec. J'ai fait mes études à Québec en français. Et je suis revenu à Montréal seulement au moment où je me considérais bilingue. Okay, great. And Rhonda, you, well, like Neil, both of you started as translators, or well, you're both translators, and
Rhonda, you're totally dedicated to translation. You've translated, I think, all of the works of Jocelyne Saucier, for example, and or many of them. But how did you get into translation? Did it find you, or did you find it, or how did this happen? Ben, c'était, comme beaucoup de traducteurs, je trouve, d'un certain âge, c'était un hasard. Quelque part. Moi, j'ai étudié à Cégep, j'ai étudié langue et littérature. Et je n'étais pas une très bonne étudiante. Alors, après le Cégep, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai passé par sciences politiques, communication. Et j'ai commencé à travailler comme rédactrice en haute technologie. Et c'était un milieu assez instable. Alors, à un moment, j'ai décidé d'aller à la pige comme rédactrice. Puis là, un jour, quelqu'un m'a proposé un contrat de traduction. Alors, je dis, mais pourquoi pas? Ça doit être facile. Non, je ne pensais pas que c'était facile du tout, mais je me disais que peut-être j'aimerais pas ça, que ce serait ennuyant. Et en le faisant, j'ai trouvé que j'adorais. C'était un peu comme un casse-tête qu'il fallait faire. Alors, vu que j'ai commencé à faire ça par respect pour la profession, j'ai commencé à étudier. Mais là, comme traductrice commerciale, les deadlines sont très, très courtes. À un moment, j'ai dit, je veux prendre des projets un peu plus longs. Alors, je commençais à parler avec tout le monde que je connaissais. Puis, il y a une femme dans le public là, qui m'a mis en contact avec le premier contrat que j'ai eu de livre-essai. Et de là, ça a continué un peu d'un livre à un autre. Alors, je suis super contente que j'ai trouvé ça au hasard. Good. Et merci. Antoine Tanguay, votre maison d'édition, Édition Alto, est en quelque sorte un véhicule pour l'innovation littéraire. Je vous flatte, là, mais je pense que c'est vrai aussi. Entre autres, parce que vous offrez des œuvres jusqu'ici inconnues au lectorat francophone du Québec. Par exemple, vous avez décidé de traduire Margaret Lawrence de l'Ouest canadien, un grand... Une grande inconnue, ouais. Oui, une grande inconnue. Et c'était un peu incroyable que ça n'a pas été traduit jusqu'ici. Mais pourquoi ce volet? Comment est-il développé parmi vous? Précision, ça l'a été. Pour faire un peu, je vais être l'historien littéraire ici, 2 secondes. Ça l'a été dans une collection qui s'appelait Les Deux Solitudes, publiée par Pierre Tisser, donc dans les années 70. Et ça coïncide avec, justement, le début du programme de traduction du Conseil des arts du Canada, qui, comme beaucoup d'impulsions artistiques, commence par de l'argent. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont financé donc des traductions. Et c'est un programme sur lequel plusieurs éditeurs et éditrices se sont appuyés au fil des ans. Maintenant, Margaret Lawrence, c'est une anomalie parce que c'est quelqu'un qui est, je le dis en tout respect, un peu usé à la corde au Canada anglais. C'est une œuvre qui, malheureusement, c'est un peu comme le cimetière des écrivains. Elle est mise en lecture à l'école. Cette idée qu'on devient une espèce de classique, ce que je ne souhaite pas à personne ici, surtout pas à Fanny. Mais reste que Margaret Lawrence était hyper connue, ce qui surprenait. Donc, il y avait déjà eu des traductions, notamment de Micheline Robinson, si je me souviens bien, des Devins. Donc, il y avait déjà eu une espèce de proto-traduction. Le défi était maintenant de retrouver les droits et de ramener ces traductions-là, qui, ironiquement, c'est un peu mon quotidien, j'ai découvert qu'il y avait des traductions qui avaient été faites en France. Et c'est quelque chose auquel je suis constamment confronté parce que je dois défendre des œuvres qui sont, et je le fais de façon tout à fait sincère, et je le crois, beaucoup mieux traduites au Québec avec tout le respect que je dois aux traducteurs français. Ils sont beaucoup mieux traduits que les Français. Et donc, dans l'œuvre de Margaret Lawrence, par exemple, on a dû faire quelques petits changements et éventuellement donc revamper cet auteur-là qui appartient donc à la catégorie des auteurs décédés, ce qui n'est pas très pratique ni pour la promotion ni pour la découvrabilité. Mais reste que on a refait de The Stone Angel, donc L'Ange de Pierre, un best-seller. Oui. Ce qui me faisait rire et me faisait extrêmement plaisir en même temps parce que les gens disaient qu'elle n'avait rien perdu de sa pertinence. Et ça touche à une chose que je dis souvent, c'est-à-dire que les livres n'arrêtent jamais d'être bons. Oui. Ils sont tout simplement retirés des rayons. C'est pas la même chose. Donc oui, et juste pour faire un petit peu de chemin rapidement là-dessus, c'est que
il y a plusieurs exemples justement de cette traduction qui passe par-dessus, qui part de Toronto, qui prend un vol direct pour Paris, 6e arrondissement, et qui nous revient souvent sous une couverture européenne. Et cet état de fait-là, j'espère y avoir apporté un certain vent de changement. Merci. Je reste avec vous pour une autre question. C'est que quand on parle de traduction au Québec, la question de quel français surgit rapidement. Est-ce que c'est le français de France, comme on dit, ou est-ce que c'est le québécois qui va primer? Ou un genre de français, j'en ai parlé avec Neil aussi, où c'est mi-atlantique. C'est un français qui n'est parlé nulle part. Oui, le fameux mi-atlantique qui finalement finit par tomber à l'eau un peu. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est un challenge, je dirais, en français un défi, parce que vous mentionnez, est-ce qu'on traduit en français ou en québécois? Ça, si vous voulez, on peut faire un colloque ici au Palais des Congrès pour les 2 prochaines semaines. On pourra en débattre, mais reste que je crois que le livre détermine un peu son ton. Je vous répondrai par l'exemple. Une autrice ici qui est bien connue maintenant, qui s'appelle Heather O'Neill, qui est donc établie à Montréal depuis le début de sa carrière. Son premier titre, qui s'appelle donc Lullabies for Little Criminals, qui avait eu un grand succès au Canada anglais, avait été traduit aux éditions 10-18 sous le titre de La Ballade de Baby. Traduction qui, dès la première page, trahit ses couleurs parce que c'était, si je me souviens bien, putain de merde, ça caille ici. On est sur la rue Saint-Laurent. Que ça caille, on s'entend là-dessus. Qu'on le dise ainsi, c'est une autre chose. Maintenant, ça a été soulevé à l'époque lors de la publication, qui n'est pas d'ailleurs, c'est pas il y a 20 ans, là. Donc, ça avait été soulevé comme étant extrêmement problématique et les gens ne se retrouvaient pas dans cette petite fille qui vit à Montréal et qui parle comme si elle grandissait dans le 14e. Et puis combien de fois on a vécu ça dans des traductions de romans américains aussi? Là, tantôt, on parlait de Paul Auster, mais il y a certaines traductions où on évoque le lycée. Tu sais, les explications sur le baseball étaient... Ça, c'est l'exemple d'Outre-Monde de Don DeLillo, où la partie de baseball se finit 2 filets à 1. C'est l'américanité de notre écriture aussi qui est souvent comme complètement effacée dans les traductions françaises. Exactement, avec toute je dirais la confiance en soi du français, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais je ne veux pas partir de guerre linguistique, mais l'idée est que nous sommes plus sensibles à certains enjeux et les traducteurs et les traductrices aujourd'hui qui sont établis au Québec le sont. Mordecai Richler est un exemple et Heather O'Neill, je le mentionne parce que ça a été un obstacle à sa découvrabilité et éventuellement, ses 2e et 3e livres n'ont pas été traduits. Et elle était dans une espèce de creux éditorial jusqu'à ce qu'éventuellement, on apprenne que ces livres sont toujours disponibles. Et donc, j'ai acheté du coup 2 livres, plus un 3e qui est Hotel Lonely Hearts que je n'avais pas lu. Et on a décidé de la relancer ici, ce qui est réussi parce que maintenant, c'est des best-sellers. Et pour clore tout ça, et si on veut clore la boucle, on a retraduit La Ballade de Baby. Et ironie de la chose, il était finaliste au gouverneur général en traduction. So, Rhonda, and feel free to speak in English as well. This is meant to be a bilingual panel. The English and French courses are free for the audience. So, how do you develop a voice in English for some of the characters? Because the characters, you know, I've read some of Jocelyne Saussier's books. They're very particular kinds of types, archetypes in some cases, one might think. Do you kind of imagine equivalent? You have to reimagine some of the characters sometimes because that type of character or archetype isn't really known in English or in an English-speaking world? With Jocelyne's books in particular, I'm very fortunate because I've translated a number of them, and I had a moment doing an event with her German translator, who's here as well, and her Sonia had passed me a few pages of the forthcoming book, which became In Miles to Go Before I Sleep, and just in reading 2 paragraphs, it was as if Jocelyne had called me on the phone. It was that familiar to me, that voice. As to the characters themselves, I'm always a bit at a loss to explain how it happens. Now, sometimes Jocelyne, because we've worked together before, I've learned some backstory on the characters. So in Au Train Perdu, and Miles to Go Before We Sleep, il y a une madame que dans les derniers jours de sa vie, elle prend le train,
Puis sa famille, ses amis, ils commencent à essayer de la retrouver. Où est-ce qu'elle est disparue? Alors, Jocelyne m'avait raconté l'histoire de où elle a trouvé ce personnage. It was a woman who had been on a train who had caught her eye because she had been sitting there very still the entire time for a very long time and didn't get up to go to the bathroom or anything like that. And Jocelyne started to imagine, well, who is she and what is she doing? She's here very still and very calm. My family lives in PEI. Alors, j'ai passé pas mal de temps sur le train. Puis, il y a une ambiance sur le train, il y a des personnages. Et surtout à une époque où il y avait le bar car et que moi je fumais, on se retrouvait dans le bar car et là tu entendais les histoires des gens, pourquoi ils étaient sur le train. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre l'avion, because they were afraid of flying or whatever. You'd meet the people that are on the train. Alors je pense que pour ce roman en particulier, ça m'a mis l'ambiance que même si ces personnages de cet endroit de notre pays, je ne les connais pas, j'avais des voix un peu dans la tête, alors je pouvais imaginer un peu. Et Neil Smith, la parlure des ados, des adolescents présente des défis de compréhension pour plusieurs non-ados, même s'ils parlent la même langue. C'est d'autant plus difficile comme défi lorsque on traduit à l'anglais. Pourtant, c'est ce que vous avez fait avec la déesse des mouches à feu. C'est une parlure du Saguenay de 1990. C'est assez spécial. Je l'ai lu et vous traduisez très habilement, je dois dire. Comment vous avez arrivé à faire ça? How did you get that into English? I mean, there's no real equivalent of Chicoutimi 1990s teenage slang. On veut surtout des exemples. Oui, en fait, j'ai beaucoup d'exemples à donner. Yeah. C'est ça, le plus grand défi de traduire la déesse des mouches à feu, c'était le langage du Saguenay et des ados de cette époque-là, des années 90. Geneviève utilise énormément de régionalisme et d'argot. Puis moi, j'ai opté pour plus un langage nord-américain et moins régional pour la traduction. Et pour trouver un vocabulaire juste, j'ai écouté des films comme Kids, qui est sorti en 1995. Et j'ai lu beaucoup de livres qui publiés à cette époque-là. Puis j'ai dressé une liste d'expressions des adolescents. Je vais vous en donner. Slacker, doofus, frigging, bogus, grossed out, snarky, blitz, stoked, no biggie, douchebag, awesome, ace, dude, have a cow, veg out, the bomb, bedhead, chill out, rad, wuss, as if, no there. So, c'est ça, même pour éviter des anachronismes, j'ai dû vérifier en quelle année sont rentrées dans le vocabulaire certaines expressions comme hoodie. Est-ce qu'on disait hoodie en 1995? J'ai découvert que non. D'autres termes comme big time ou boombox. Puis aussi, j'ai demandé à une écrivaine que je connais, Salima Nawaz, qui a à peu près le même âge que Geneviève. Je lui ai demandé de lire son vieux journal intime et de m'en sortir les insultes qu'elle utilisait contre d'autres filles dans les années 90. D'où l'ajout dans ma traduction des expressions « cunt face »,« skank » et « slut bucket ». Puis, pour représenter la voix des ados, j'ai inséré dans le texte certains mots qui ne figurent pas dans le texte original, comme des adverbes comme « totally » ou « literally »,« royally » et le mot « like ». Par exemple, « My mom was like totally having a meltdown ». Donc, j'ai ajouté des mots pour donner le ton de la voix des ados de cette époque-là. Catherine, une narratrice, à 14 ans, elle se drogue, elle couche avec des garçons et une fille, mais elle est très intelligente, elle obtient de bonnes notes à l'école et je ne pouvais pas exagérer non plus son langage en anglais. Je me permettais certaines fautes de grammaire.
Je disais « me and my friends went to the mall » et pas « my friends and I went to the mall ». Mais j'évitais des mots comme « gonna »,« wanna »,« don't know » et des doubles négations comme I don't got no, car Catherine n'aurait pas parlé ni écrit de cette façon-là. Et quant aux sacs religieux, comme hostie, tabernacle, colis, il n'y en avait pas tant que ça finalement dans son livre. Donc, je n'avais pas trop ce problème-là. Il y avait par contre des insultes contre des minorités. On traite des gays de tapettes et je les traduis par fag ou homo. Des mots qui passent toujours, je crois, en anglais, mais combien de temps encore, je ne pourrais pas dire. Bizarrement, un mot comme fag passe, mais un mot comme fat de nos jours passe pas. J'ai dû changer ce mot tellement de fois en anglais avec mes éditeurs anglophones. Pour les autochtones, on disait en français kawish, un mot que je ne connaissais même pas avant. Et la seule chose que j'ai trouvée, honnêtement, c'est pas vraiment aussi péjoratif. J'ai utilisé native ou Indian, tout simplement. C'est ça. C'est pas mal. Moi, j'ai remarqué mon nom très jeune, j'ai remarqué mon nom est Christopher. Et quand je dis mon nom Chris, le court que la plupart de mes amis utilisent, en français, ça ne traduit pas très bien. Et j'ai remarqué que vous avez utilisé ce Chris, crissé, de ça. Oui, de toutes je sortes m'en de façons. crisse. Ça devient damn, ça devient fuck sometimes, or fucking, or, c'est toute une variété de sacres en anglais pour le même... Parce que pour moi, la chose la plus importante, il fallait que ce soit naturel. Oui. Il faut qu'on lise la traduction puis qu'on pense, finalement, ça a été écrit en anglais. C'est ça que je voulais. Je voulais pas que quelqu'un le lise puis dire, baf, on sent le français derrière tout ça. Ça, c'est quelque chose que, Fanny, vous m'avez dit aussi, que vous avez même dit que le britannique, parfois, c'est assez facile à traduire au québécois. Mais je veux pas dire facile, là, dans le sens que c'est pas facile de traduire l'œuvre littéraire de quelqu'un d'autre, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé souvent des connivences rythmiques, comme presque musicales, dans le slang anglais, irlandais et dans l'argot québécois. Okay. Donc, il y a comme un... Parce que ma spécialité, c'est vraiment plus la traduction théâtrale. J'ai fait un petit peu de... j'ai fait 2 romans, mais sinon, j'ai fait une quinzaine de pièces de théâtre en traduction. Donc, c'est vraiment ça mon expérience de traductrice. En théâtre, on a comme 2 privilèges, en fait, qui... D'abord, le fait que ça fait longtemps qu'on a accepté la Convention de la langue québécoise au théâtre. Moi, quand je suis arrivée comme traductrice il y a une vingtaine d'années, on se posait encore un petit peu la question, mais pas tant que ça. C'était normal qu'une langue américaine ou anglaise moderne parlée soit traduite dans notre langue moderne parlée et qu'on ne s'enfarge pas dans des notions d'argot français. Ça nous semblait dépassé déjà. Il y a ça, puis il y a aussi qu'en théâtre, on est très conscient de l'éphémérité de la traduction elle-même. Tu sais, quand on pense à Margaret Lawrence ou tout ça, il y a quelque chose de normal aussi qu'une traduction ne dure pas éternellement. Moi, je crois à ça. En tout cas, j'y crois vraiment pour le théâtre. C'est normal que, oui, certaines, je pense, grandes traductions qui sont en soi des œuvres, comme je pense aux traductions de Michel Garneau de Shakespeare, par exemple, vont rester comme des œuvres poétiques en soi. Mais pour beaucoup d'œuvres contemporaines, la traduction aussi a sa durée de vie. Puis c'est normal de la revisiter avec les codes modernes de l'époque, comme ce que Neil a fait avec le livre de Geneviève, d'aller vérifier aussi quels étaient les mots du moment et comment on les perçoit maintenant quand on les regarde de notre époque. Mais je dirais que dans le cas du théâtre, c'est beaucoup une question d'écoute. Il faut écouter ce qui se dit dans la langue d'origine puis essayer de reproduire une musique similaire. Donc, je suis complètement d'accord avec rajouter un like ou un totally en anglais pour que la rythmique soit très adolescente puis très corresponde à un langage adolescent. Puis en théâtre, on va faire ça beaucoup, puis on va beaucoup écouter la langue de l'auteur. Ouais. Vous avez tous en commun à dire qu'il faut que la traduction ne soit pas perçue comme une traduction, que ce soit un peu... ça donne l'air d'être sui generis. Mais
comment faites-vous pour y arriver, justement? C'est parce que souvent, il y a je pense à des référents culturels qui sont particuliers. Et je m'adresse à Rhonda aussi. Quand vous traduisez, il y a quelque chose il faudrait tout l'expliquer. Par exemple, Neil m'avait mentionné comment est-ce qu'on explique à un auditoire anglophone Éric Salvaille, pour citer un exemple. Ah ouais. C'est compliqué, là. Ouais. On ne veut pas tout expliquer, c'est trop long, c'est pas tellement intéressant. Dans ce cas-là, c'était pour une nouvelle que j'ai traduite. On parlait d'Éric Salvaille. On disait en fait, qu'est-ce qu'on disait de lui? Qu'il avait une face de wannabe vedette drôle. Puis dans la traduction, j'ai laissé tomber son nom complètement. Puis j'ai dit, j'ai parlé d'un talk show host who cracks up at his own lame jokes. Donc c'est comme ça que j'ai évité d'expliquer. Il y a souvent des solutions dans le contournement. Hein. On va, en théâtre, par exemple, les monnaies, souvent on va juste... Parce que là, parler de pounds ou parler des fois de monnaies qui ne sont pas notre monnaie, des fois, ça peut sortir les gens de l'écoute. Puis là, ils font « Ah, c'est bizarre. » Donc, souvent, on essayait de contourner puis de juste dire ça, c'était 20, ça, c'était 30, puis on nomme pas la monnaie. Comme ça, on est comme... J'ai une question. Il a été évoqué qu'on puisse remettre à jour la traduction au fil du temps. Est-ce qu'on inclut Éric Salvaille là-dedans maintenant ou est-ce que ça changerait quelque chose? La crise d'Éric Salvaille. Je pense que pour cette nouvelle en particulier, là, je ciblais des Américains. Donc, j'ai laissé tomber certaines références québécoises. Et Rhonda, any examples that spring to mind in terms of what you had to translate, where you had to a situation or a person or a reference or that you really struggled with and then came up with a solution? Well, there was one instance where we had to include translator's notes, which was it was sort of the last resort, and this was Anaïs Barbeau-Lavalette's La Femme qui fuit, and it deals with a particular moment in Quebec history that, frankly, in my history courses, it's sort of because it just precedes the Quiet Revolution, and this was not an era that I was particularly familiar with, and so even less so in English Canada. And it dealt with a movement, Les Automatistes. And so we would try in the text to insert, you might add, a half a sentence that sort of explained, well, the well-known artist or whatever. But when it got too awkward, we ended up with translator's notes, and that was it was a difficult decision to make because you don't want footnotes anywhere near a novel, but in this case we thought, well, we need the context because even for me, I needed to do my research and do some learning, so we figured that your average Anglophone audience would need that context. I'm struck. I like Chekhov a lot, and in reading his stories, there are many footnotes, and it's really quite interesting. He refers to writers of the time and politicians, and it's. I like the footnotes, but maybe I Antoine. The problem is that if they're not in the original, you don't want to add too many in the translation. C'est ça parce que c'est comme si c'était un échec. Là, comme oui, ça. Ça. Je suis obligée de l'expliquer parce que je suis pas capable de le traduire. Puis on est comme, je veux pas avoir à faire ça. Mais dans ce cas-là, si ça peut vraiment augmenter comme le spectre de compréhension du lecteur, c'est une bonne idée. C'est absolument à éviter des notes en bas de page ou en fin de chapitre. Il y a une police chez nous de la note de bas de page. C'est non, il est clair que d'avoir un texte qui est le plus fluide et le plus fluide, mais aussi le plus familier peut-être possible, quitte à créer peut-être davantage un mouvement de translation du sens ou remplacer des références, ce qui a déjà été fait. Je pense que tout ça est fait pour, je dirais, en anglais c'est for the sake of the text. J'imagine cette idée que c'est pour aider le texte, parce que sinon des allers-retours ou des percées comme ça qui trahissent l'origine du texte, c'est pas très heureux. De façon générale, il faut dire quand même, et là c'est l'éditeur encore qui parle, c'est que la traduction présentement, et je vais lancer une grande bombe ici, peut-être pas, et le plus difficile récemment
que la littérature québécoise. On est encore sur des territorialités assez agressives réciproquement. OK? On dit on marche main dans la main, peut-être pas. Il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin qui a été fait pour les traductions. Mais reste que de façon générale, il y a une méconnaissance du fait québécois de l'autre côté de la rivière Outaouais. Donc ça, c'est un défi. Je vais au-delà de Montréal. Parce que même à Montréal, Neil Smith habite Montréal depuis très longtemps. Shawn Michaels, que je publie, habite Montréal depuis 20 ans? Solide. Heather O'Neill, je le mentionnais, Salima Nawaz. Il y a des noms, il y a une communauté extrême. Raouillage. Madeleine Thien passe du temps à Montréal aussi. C'est des gens qui, à l'international, sont extrêmement reconnus, mais qui peuvent faire leur épicerie à l'est de Saint-Laurent sans s'inquiéter. Donc, c'est malheureux parce que dans les dernières années, j'en ai fait presque, je dirais, une mission, c'est de rappeler aux gens ici qu'il existe un fait littéraire anglophone extrêmement fort. Et parfois, même ce fait-là allait, comme je disais, en France pour revenir ici, mais maintenant, au moins, grâce à la valorisation des traductions qui ont été faites ici, il y a des auteurs anglophones montréalais qui se trouvent des boîtes d'édition en France. Donc ça aide beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui était le cas, notamment de Boo, qui a été publié à l'École des loisirs après qu'on l'ait présenté à plusieurs éditeurs et éditrices en France. Et donc, ça, c'est un cas. Maintenant, je termine sur un point qui est quand même assez important, c'est que, et c'est peut-être le point le plus politique, il y a quelques années, en 2006, Raouillage, donc habitant à Montréal, avait publié chez House of Anansi The Nero's Game, qui a gagné le Impact Dublin Literary Awards, je me souviens bien, le Impact Award, et le prix des libraires du Québec. Or, Raoui l'a remporté dans la catégorie littérature québécoise. Or, ce texte-là a été traduit habilement d'ailleurs par Sophie Voileau chez nous. Question. Est-ce que Raouillage est de la littérature A, étrangère, ou B, québécoise? Et appartenait-il à ces finalistes de littérature québécoise? Pour moi, c'était oui. Pour plusieurs personnes à l'époque, c'était non. Est-ce que ça se discute? Moi, je n'ai pas le temps. J'ai trop de temps pour étudier. Pas étudier, pour éditer. Étudier, j'ai une envie de retour aux études, tout à coup. Non, sans blague, la question, elle se pose toujours, et le jour où elle ne se posera plus, je pense qu'on aura fait un grand pas. OK. Je voudrais proposer comme dernier volet le fait qu'il y a des retombées pour les auteurs de la traduction. Par exemple, je pense que Sonia Fink, là, dans l'auditoire, elle a traduit les œuvres de Jocelyne Saucier à l'allemand. Et Les oiseaux tombaient du ciel, ça a été un grand succès au Québec, mais encore plus en Allemagne où ça a vendu 100 000 copies. Donc, de rien, vous avez retraduit le texte, c'est « Il pleuvait des oiseaux ». Il pleuvait des oiseaux. C'est quand même nice. Oui, OK. J'aime ça. And I'm getting mixed up between the two versions. Oui. Alors, Fanny, votre roman Les Maisons a vendu quelques 20 000 copies ici en français au Québec, un best-seller, et ça a été traduit en anglais, de même que 2 de vos contes de jeunesse. J'ai remarqué, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Tessa Virtue, qui est la patineuse artistique ontarienne, a dit que elle est blogueuse de livres d'ailleurs, elle a dit que « Pardon me while I audibly cackle. It is just period, two, period, good. » Les Maisons. Alors, vous avez un fan là, en anglais. Est-ce que vous pouvez parler, est-ce que vous avez perçu des impacts d'être traduit dans d'autres langues, surtout l'anglais? Absolument pour les romans graphiques. Pour Jane Le Renard et moi, surtout. Et aussi Louis parmi les spectres. Mais Jane Le Renard et moi a été traduit en 13-14 langues, je pense, maintenant. C'est décidément les traductions qui nous ont permis de faire rayonner ce livre-là vraiment, vraiment au-delà des frontières. Le livre a été publié en 2012, ça fait 9 ans, puis on continue d'avoir des redevances chaque année pour ce livre-là. Il continue d'avoir une vie vraiment robuste, là, et c'est beaucoup grâce aux traductions, particulièrement la traduction en anglais qui a été diffusée pas juste au Canada anglais, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, etc. Pour les romans, dans mon cas, pas vraiment. Je pense que quand Antoine nomme
ces deux solitudes qui persistent. Je pense que c'est encore vrai pour le roman. C'est moins vrai en littérature jeunesse, peut-être parce que c'est illustré puis qu'on se rend moins compte qu'on est dans un monde traduit. On dirait que ça traverse plus facilement les frontières, mais je trouve que pour le roman, c'est encore vrai que les auteurs francophones, on est méconnus dans le reste du Canada et les auteurs canadiens-anglais sont vraiment méconnus au Québec. Ça demeure vraiment un problème. On connaît beaucoup mieux les auteurs américains, les auteurs anglais. Et de même, je pense que les Canadiens anglais ont plus accès à des auteurs français qu'à des auteurs québécois. Okay, c'est bien, oui. Et Rhonda, do you've translated so many authors. Do you have them banging on your door? I mean, how do you manage it? What role does the translator play? I mean, do you sometimes go on tour with Jocelyn, for example? We've done events together, and they've been great. And even during COVID, we've done some remote events, and that's always wonderful to have an event where you have the author and the translator, and we can have a conversation that we seem to pick up every few years. Sorry, and so the first part of your question? Yeah, I'm just interested in, do you participate in helping to promote the books? Yeah, whenever I can. People don't always want to see the translator as much, but whatever I can do, absolutely. And one of the ways that books make an impact in translation is through Canada Reads. And I've been fortunate to have 2 books that I've translated be in Canada Reads, including in The Birds Rain Down. And so there we're doing a lot of promotion to try to bring the book to English audiences. And that really does make a difference in terms of sales, because there are people who follow Canada Reads every year and they read all of the books and they're just absolutely faithful to it. And then you get this trailing effect of book clubs, like for years they're reading these books. And so all of these things, sort of help bring the books to the public eye. But it's true that, there's a lot of noise out there. There's a lot of things that people can read, so it takes a bit of doing. And Neil, you've been translated into 10 languages, so it's getting old for you, I guess, or routine at least. And so I'm interested just in, and you're being published by Édition Alto here. By the way, everybody, a lot of the books of these authors are available in English versions at 1304, kiosk 1304, Quebec Writers Federation, Association of English Language Publishers, Paragraph Bookstore. I just wanted to get a little plug in for that. That kiosk is an island of English in this sea of French here. So it's just putting it up there. But Neil, I asked the question. You've been published by Édition Alto in French, yes. And so some people might see you as a Québécois author, just the point that Antoine was making a moment ago. You're a Québécois author. You're a Canadian author, an English-Canadian author. And how do you identify yourself, or does this question even matter to you? Bah, comme j'ai dit tantôt, j'ai été élevé aux États-Unis, donc je me vois pas vraiment canadien, honnêtement. J'ai passé 40 ans au Québec. Et le restant du temps, c'était aux États-Unis. Donc, j'ai pas vraiment de lien avec le Canada anglais, pas autant que peut-être d'autres écrivains montréalais anglophones. Donc, puis honnêtement, j'ai plus de contact avec ma maison québécoise, avec Antoine, avec Tania et Catherine qui y travaillent, qu'avec ma maison torontoise Random House. Une grosse machine, Random House. Donc, j'ai des contacts avec mon éditrice là-bas. Mais avec Alto, je fais des projets spéciaux. Je fais des traductions de quatrième de couverture. Je fais des tables rondes. Donc, je me vois plus comme écrivain québécois. Mais quand je suis arrivé ici hier pour prendre mon passeport, mon laissez-passer, on m'avait demandé de quel pays je venais. Donc, je suis moins québécois que je pensais. Je crois. Québécois malgré toi. Oui. So we're coming to the end. We have just a few minutes. Anybody want to say something that hasn't been said? I've thought that Antoine Je vais lever la main. Je sais, j'ai une réputation. Mais non, mais c'est très important ce qu'on fait ici. 1, de discuter de traduction, c'est très important. 2, de parler du point de vue de Montréal, c'est encore plus important aussi.
Et je pense qu'on ne dit pas assez souvent, et j'ai un chapeau peut-être un peu politique par mon implication dans l'ANEL et dans la vente de droits à l'international, bien, on ne souligne pas assez que grâce aux traductions, le Québec exporte beaucoup. Les auteurs québécois anglophones, peu importe la langue, ce n'est pas une question d'identité ou d'étiquette. On a une littérature québécoise, peu importe la langue, qui est forte ici et qui s'exporte. Et ça, c'est peut-être pas aussi, je dirais, prestigieux que le cinéma ou que d'autres formes d'art, mais c'est un impact, c'est un dollar culturel qui existe et qui voyage de mieux en mieux. Fanny mentionnait Jane Le Renard et moi, right? J'ai oublié quelqu'un, je me demandais. C'est sûr que le roman graphique s'exporte peut-être un peu plus facilement de par sa forme. Le roman a peut-être aussi plus de référents culturels qui sont lost in translation. Mais je retourne même votre image de An English Island and Sea of French. J'avais le goût de répondre, Now you see how we feel like. C'est donc à partir de ce moment-là, ce que j'aimerais voir, Rhonda a mentionné Canada Reads, Nikolsky a remporté le Canada Reads, ça a été un impact très important. C'était un livre traduit qu'il a remporté. Et le Giller, depuis quelques années, le Scotiabank Giller, a laissé la place, thank God, à des œuvres traduites. Kim Thuy notamment, Samuel Archibald, Catherine Leroux avec Le Mur mitoyen. Le jour où un auteur traduit au grand scandale du Rest of Canada remportera le Scotiabank Giller, je pense qu'on va faire sauter un petit bouchon de champagne quelque part et je pense qu'un plafond de verre aura été brisé. Et ce sera une belle reconnaissance de la traduction littéraire aussi. Exactement. Fanny m'enlève mes mots de conclusion. OK, c'est très bien. Amen. Alors, je pense que c'est une très bonne note sur laquelle terminer. Merci beaucoup pour Antoine Tanguay, Fanny Brett, Neil Smith, Rhonda Mullins. C'était excellent de vous recevoir. Un applaudissement pour notre Merci panel, beaucoup. s'il vous plaît. Et merci, à bientôt. Merci, Chris.